Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce 13 janvier. Alors, quelques petites nouvelles de cette semaine. Tout d'abord, un article de Nadia Lam, professeure certifiée de philosophie, que vous retrouverez sur mon site concernant mon livre, la 3e édition de mon livre Psychopathologie de la paranoïa. Un livre que je considère fondamental pour comprendre la psychopathologie du totalitarisme. En réalité, il y a une sorte de triptyque, c'est-à-dire que, d'après mes recherches et mes investigations sur le totalitarisme, il se construit sur une psychose paranoïaque d'ordre collectif dont il faut comprendre les rouages, la manifestation et les mécanismes. Donc, cette psychose paranoïaque a pour chef-d'œuvre le harcèlement sur les populations. Donc le triptyque, c'est bien entendu Psychopathologie du totalitarisme, mon livre paru chez Trédaniel en 2023, Psychopathologie de la paranoïa, paru aux éditions Duno, donc 3e édition en 2024, première édition en 2016, et également mes travaux, mes livres sur le harcèlement, qui ont débuté. Le premier livre sur le harcèlement date de 2006. Le harcèlement est la méthode du système totalitaire, et nous avons tout faux lorsque nous réduisons le harcèlement à une simple affaire entre deux personnes, entre un harceleur et un harcelé. C'est un contresens absolu. C'est la raison pour laquelle j'ai d'abord écrit ce premier tout petit livre à l'époque chez Armand Collin qui s'intitulait Le harcèlement moral. C'était pour le présenter comme un phénomène groupal. Donc dans cet article de fond, Nadia Lam non seulement effectivement repère ce qui peut être important dans mon livre, donc c'est un article intitulé Aux racines du totalitarisme, la psychopathologie de la paranoïa, mais également, et je pense que c'est très important, elle souligne, et je l'en remercie, le lynchage, ce qu'elle appelle le lynchage préventif dont j'ai pu faire l'objet, dont ma pensée a pu faire l'objet, et donc fatalement moi-même, puisque j'incarne cette pensée. Elle le dit ainsi: par un certain nombre de collègues universitaires, voire de lanceurs d'alerte autoproclamés, illustrant à son tour la règle qui veut qu'en contexte de totalitarisme montant, ceux d'entre les intellectuels qui refusent de jouer le rôle que le pouvoir entend leur assigner soient écartés, soit par invisibilisation, soit par calomnie et diffamation. Donc, me concernant, j'ai vécu les deux et je vis encore les deux. C'est sans doute un critère, je le prends plutôt comme un hommage au regard de mes travaux sur le totalitarisme, puisque nous savons, et nous savons en particulier avec les travaux de Günther Anders, que lorsque nous choisissons de suivre une voie d'intégrité et de vérité, elle est susceptible de plaire à peu de monde. Voilà. Et je crois que c'est la voie que j'ai choisie. Et ce qui est intéressant aussi dans cet article, c'est le rappel que Nadia Lam fait des travaux de René Girard. Elle souligne à juste titre que je n'en ai pas parlé dans Psychopathologie de la paranoïa, parce qu'en réalité j'en parle beaucoup dans mes travaux sur le harcèlement. Et elle souligne le fait aussi que les travaux de René Girard ont été très peu salués à leur époque, et qui, voilà, il a même été obligé de s'expatrier aux États-Unis pour pouvoir continuer un minimum ses recherches. Voilà. Alors, pour finir, ce qui est très important, c'est qu'elle donne les réflexions qui ont été suscitées à sa lecture de mon livre Psychopathologie de la paranoïa,
et je vais en retenir une en particulier qui est cultiver les 3 H, humilité, humour, humanité. Parce que nous constatons de plus en plus l'émergence de groupes, quels qu'ils soient, qui prétendent avoir la vérité, avoir raison, et que son idéologie vaut mieux que l'idéologie de celui d'à côté, et où en réalité la liberté d'une expression d'opinion différente, divergente, voire la liberté de ne pas fraterniser avec toutes les opinions qui pourraient être d'ailleurs contraires aux siennes, ce qui, en l'occurrence mon cas, je refuse de fraterniser avec des opinions ou des idées qui sont contraires aux miennes. J'essaye de garder une certaine cohérence. Voilà, donc je vous conseille cet article qui est assez long, aux racines du totalitarisme, la psychopathologie de la paranoïa, qui est donc sur mon site. Et je vous conseille bien sûr de vous procurer, si ce n'est pas déjà fait, la 3e édition de Psychopathologie de la paranoïa. Je retrouve le groupe des inscrits de Penser le phénomène totalitaire le 14 janvier, donc dans un direct. Et puis, je voudrais donc maintenant vous rappeler aussi, au regard de l'agenda, le 25 janvier, le direct sur les mythes pour ceux qui sont inscrits. Vous pouvez encore vous inscrire au mythe, au module 1. Il y a un module par mois, janvier, février, mars, etc. jusqu'à juin. Inscrivez-vous. Et je vous rappelle également que, à propos des intellectuels qui peuvent être ostracisés par leur père, j'ai publié donc le premier article de l'année dans La Licorne sur Albert Camus. J'ai mis en place une offre jusqu'au 31 janvier où pour un abonnement souscrit à La Licorne, vous avez un abonnement à moitié prix pour un proche, c'est un abonnement annuel, j'entends. Dans cet abonnement annuel à La Licorne, vous avez accès à l'ensemble de mes archives et je suis en train de les mettre petit à petit sur le site. Je crois que nous avons vraiment plusieurs centaines d'articles. Je viens de mettre en ligne l'article sur le Kairos, par exemple, dont vous pouvez prendre connaissance. Vous avez aussi d'autres articles dans des revues payantes. Et vous avez la possibilité de vous inscrire à 2 ateliers La Forêt de questions. Donc 2 directs avec moi pour poser toutes vos questions au cours de l'année sur les dates de votre choix. Dans la foire aux questions, vous avez toutes les modalités pour s'inscrire si vous avez des difficultés techniques. Alors, ce premier article sur Albert Camus me paraît tout de même très important parce que j'y fais mention justement de sa rupture avec Sartre et de l'ostracisme également qu'il a pu subir avec des humiliations et un certain mépris. Je vais vous en lire un petit passage. Camus se distingua par ses prises de position radicales, dont de facto solitaires. Refus d'associer combat à un quelconque parti politique ou autre journal, au regard de ses réflexions sur la déontologie du journalisme, dénonciation le 8 août 1945 de l'usage de la bombe atomique après le bombardement d'Hiroshima, condamnation en juin de 1953 de la répression sanglante des révoltes de Berlin-Est et en octobre-novembre 1956 de l'intervention soviétique à Budapest, vive désapprobation des attentats commis sur les civils en 1957 lors de son discours à Stockholm. Peu eurent le courage de le soutenir dans sa période de disgrâce. Citons tout de même René Char, Louis Guillou, Jules Roy, Hannah Arendt. Sa rupture avec Sartre fut consacrée en 1952. Après la Deuxième Guerre, Albert Camus avait en effet choisi une voie difficile car impopulaire, celle d'écouter Koestler, et sa dénonciation de l'idéologie bolchevique où, là encore, la fin justifiait les moyens. Un peu plus loin, Sartre ne s'économisa pas pour critiquer âprement l'essai L'homme révolté dans les temps modernes, allant jusqu'à parler d'incompétence philosophique. Camus reprocha son opportunisme de circonstance, celui qui consiste à placer son fauteuil dans le sens de l'histoire. En définitive, vous voyez qu'il s'agit toujours des mêmes problématiques. Voilà. Je réfléchissais d'ailleurs parce que je vais donc ouvrir
cette semaine les offres hiver pour ceux qui souhaitent s'inscrire au cours de latin et au cours de grec en 2025-2026. Initiation ou confirmée en latin. Donc initiation en latin, je garderai le créneau du jeudi. Confirmé, je garderai le créneau du vendredi. Je garderai un seul groupe confirmé. Donc les nouveaux, vous l'intégrez. Et puis nous allons, ceux qui ont déjà fait une année d'initiation, si vous souhaitez vous l'intégrer, puis vous rejoindrez les anciens. Et un cours d'initiation au grec, comme promis. Je vous suggère d'avoir fait une année de latin auparavant. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est extrêmement facilitant pour étudier le grec. Et donc, je songeais que je reviendrai dessus un de ces jours, mais que j'avais fait une sorte de boucle rétroactive, de revenir au bercail, à mon bercail familial, et peut-être au bercail tout court, avec le retour aux lettres classiques, parce que vous savez que je suis professeure certifiée de lettres classiques au départ, c'est ma toute première formation, et que j'ai intégré donc l'école normale supérieure de la rue d'Ulm en option lettres classiques, ce qui était une option difficile, c'est-à-dire qu'il était requis de l'élève qu'il puisse traduire des textes sans dictionnaire, les commenter, faire la scansion poétique, etc. Et j'ai un souvenir, notamment, qui fut en même temps un moment de grâce. Donc vous allez me demander comment une sorte de concours aussi difficile, comment est-ce possible qu'un type de concours aussi difficile puisse receler des moments de grâce. Eh bien, il y en eut un qui fut mon oral de grec, où effectivement, après avoir bien transpiré sur un texte de Démosthène, où je ne me souvenais pas de ce que signifiait le mot alectruone, donc maintenant je le sais, c'est le coq, mais je n'avais pas de dictionnaire donc pour le vérifier. L'examinateur m'a donc tendu Homère qu'il fallait traduire a cappella. Et je dois dire que cette rencontre jeune, dans ma jeunesse, avec le grec de Platon, de Thucydide et d'Homère, entre autres, ont été ces moments de rencontre, des moments de grâce. Donc, je parlais de retour au bercail parce que mon père était professeur de lettres classiques et ma grand-mère, André Girolami-Boulinier, donc, qui a été la première professeure d'université à enseigner l'orthophonie à la faculté de médecine à la Pitié-Salpêtrière et qui a travaillé à l'époque à la création de l'orthophonie aux côtés de Suzanne Borel, était également professeure de lettres classiques. Elle avait enseigné à l'école alsacienne. Et elle était amie de Jacqueline de Romilly. Elles étaient nées d'ailleurs la même année aussi de naissance que Albert Camus, 1913. Et c'est une autre génération, mais c'est une génération que je considère, pour ma part, avoir encore tenu droit du point de vue du patrimoine qui nous a été transmis et qui aujourd'hui disparaît comme si une pelote était en train de se défaire à une vitesse grand V. Donc, j'étais en train de lire hier les petites leçons sur le grec ancien de Jacqueline de Romilly. Et elle a cette remarque en disant que, en définitive, le grec est sans doute la langue qui a le plus été disséminée, alors que il ne s'agissait pas d'une entreprise de colonisation conquérante et d'une langue imposée. Elle explique même que Rome, alors que l'Empire romain, au sens large, la conquête romaine concerne aussi le territoire de la Grèce, se produit un phénomène saisissant. La Grèce conquit son farouche vainqueur à travers la langue, puisque le grec n'a cessé de se transmettre, en particulier grâce à l'Empire romain. Donc il y a eu une reconnaissance du caractère absolument génial
du grec ancien, à la fois dans une sorte d'unification des territoires géographiques, mais également dans une sorte d'unification entre les vaincus et les vainqueurs. Et je crois que de tout temps, il y a eu des îlots qui, bien que le grec eût été extraordinairement attaqué, ces îlots ont travaillé à la préservation du grec. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce patrimoine antique qui résonne pour moi dans une période où il me paraît nécessaire de retourner à nos racines. Donc ce que je fais avec les cours de latin, que je retrouve d'ailleurs cette semaine, et avec aussi l'ouverture de ce cours de grec initiation pour l'année prochaine, et l'atelier Savoir des Anciens qui reprend le 18 janvier. Donc vous avez aussi, soit vous pouvez réserver à l'atelier, soit vous pouvez prendre une des formules avec des carnets d'atelier, et ensuite vous vous inscrivez sur les dates de votre choix. Voilà. J'écrirai mon prochain article bientôt de la licorne sur la plupart des hommes sont méchants, cette sagesse antique, et je vous dirai pourquoi j'ai fini par comprendre cette sentence et ce que j'en ai compris. Donc pour finir ce mois-ci, donc avec le deuxième article de la licorne. Je voulais aussi vous dire que j'ai prévu depuis plusieurs mois de n'intervenir désormais que très peu sur les médias et de sélectionner davantage, que je n'ai pu le faire dans le passé, les médias où je vais intervenir, parce que je ne cherche ni le buzz, ni la quantité, ni le sensationnel, mais je cherche à rencontrer des lecteurs, des auditeurs qui s'intéressent réellement à mon travail, qui souhaitent approfondir mes recherches sans se contenter d'une récupération par un zapping informationnel. Donc, faites connaître mon travail, mes recherches, l'exigence qui est la mienne et la maturation aussi de ces travaux qui ne datent pas d'hier, de façon à ce que ceux qui souhaitent réellement les approfondir, qui souhaitent aussi ne pas se contenter d'être des consommateurs de vidéos, puissent rejoindre la constellation que nous sommes en train de créer. Pour finir, il reste quelques places encore pour la Crète, séjour du printemps, la liste d'attente pour le séjour en Toscane, donc les académies néoplatoniciennes, signalez-vous si vous êtes intéressés. Je conclurai cette semaine sur l'importance, pour ne pas se laisser capturer de manière perverse par les idéologies du moment, qui sont bien plus diversifiées que l'on ne peut le penser à première vue, sur la nécessité de revenir très sérieusement à nos racines lorsqu'elles ont été extrêmement solides du point de vue du patrimoine culturel, intellectuel et moral qui nous a été transmis, et d'une manière la plus intègre qui soit. Donc je vous attends au Savoir des Anciens pour la reprise ce samedi 18 janvier. Pour les abonnés de la licorne, le 3 février, il y aura la forêt de questions pour ceux qui souhaitent s'y inscrire. Donc si vous êtes abonné annuel, inscrivez-vous sur le site à la forêt de questions du 3 février. Pensez le phénomène totalitaire, je vous retrouve très très vite pour le séminaire et également pour les groupes, donc ateliers, groupes confirmés, groupes experts. Et je vous dis à très très bientôt. Merci de votre attention.